Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'aimerais d'abord remercier le DIM Pamir de me donner l'opportunité de faire ce séminaire instrumentation qui s'intitulera aujourd'hui Spectrométrie de masse et méthodes couplées pour l'analyse moléculaire des objets du patrimoine. Alors, l'idée de ce séminaire, c'est d'avoir une vue d'ensemble, en fait, des techniques de spectrométrie de masse et des techniques couplées, en particulier la chromatographie, que ce soit la chromatographie en phase gazeuse, la chromatographie liquide. On parlera un petit peu aussi de chromatographie en fluide supercritique et de montrer en quoi ces techniques peuvent apporter des informations moléculaires sur les échantillons du patrimoine et comment, à travers différentes thématiques de recherche, on peut utiliser ces outils et ces instrumentations pour aller plus loin dans la compréhension et le questionnement sur ces objets du patrimoine. Alors, il y a une partie de ce que je vais présenter qui sont des travaux du laboratoire. Il y a aussi une bonne partie qui sont pris de la littérature pour vous montrer vraiment le panel de ce qui est possible. Alors, la chimie du patrimoine, c'est quelque chose probablement au sein du DIMPAMIR que vous connaissez bien. Elle va intervenir dans énormément de questionnements, que ça soit par exemple les colorants qu'on va retrouver en peinture ou sur des manuscrits, sur les supports sur lesquels on va appliquer ces colorants. Vous avez aussi au milieu ici de la résine, et donc toute la chimie autour des résines est extrêmement importante pour savoir les processus de fabrication depuis des millénaires de ces types de résines et puis aussi d'avoir des informations sur leur structure physico-chimique qui vont être liées directement, in fine, à leurs propriétés d'utilisation. Parce que ça va être des résines qui vont être souples, cassantes, qui vont être avec des durées d'utilisation longues, courtes. Et puis à droite, vous avez un petit flacon romain qui a été retrouvé en 2019, et je vous présenterai cette étude en particulier qui a été faite par des collègues italiens. Et la question étant, mais que contenait ce flacon et qu'est-ce qu'on peut obtenir comme information moléculaire à partir des outils que sont la spectrométrie de masse et les méthodes couplées. Alors, en chimie, globalement, on a deux grandes classes de molécules qu'on va distinguer. On va avoir tout ce qui est à gauche, la partie chimie inorganique, qui va principalement être basée sur la présence de molécules qui vont contenir des métaux ou des molécules qui vont se dissocier en solution sous forme de sel, c'est-à-dire sous forme d'ions avec des paires séparées. À droite, au contraire, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la chimie organique, c'est-à-dire l'ensemble de ces molécules qui, le plus souvent, sont constituées d'un squelette carboné, qui vont être fonctionnalisées par un certain nombre de groupements chimiques, que ce soit des groupements, par exemple ici, qui vous sont présentés, des groupements azotés, des groupements oxygénés, la présence d'hétéroatomes, ici comme le brome ou le chlore, et puis un certain nombre de structures, en particulier ces fameuses molécules aromatiques qui vont conduire à des propriétés physico-chimiques intéressantes, comme en particulier conduire à des molécules qui vont être colorées. Alors, pour caractériser ces molécules organiques, les techniques les plus souvent employées dans un premier temps, et sûrement celles que vous allez être le plus familier, ce sont les techniques de spectroscopie, qui vont conduire à l'interaction entre la lumière et la matière. En particulier, les deux types de spectroscopie particulièrement utilisés dans le domaine du patrimoine sont la spectroscopie UV visible et la spectroscopie infrarouge. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails forcément de leur mode de fonctionnement. Par contre, ce qui est intéressant de voir, en particulier sur les deux spectres qui sont donnés à droite, c'est les spectres de l'indigo, qui est un colorant naturel. Vous avez un spectre UV qui va présenter deux à trois bandes caractéristiques, mais une des particularités de l'UV, en général, est de conduire à des bandes relativement larges. Ce qui veut dire que quand on va avoir un spectre de produits en mélange, on va être relativement limité si on n'a pas de technique de séparation qu'on va discuter après et tout simplement, on va avoir des superpositions de bandes et rapidement quelque chose qui est difficilement interprétable quand on va avoir des mélanges complexes à analyser. De la même façon, en infrarouge, alors là, la problématique est encore différente, puisqu'en infrarouge, on va regarder ces fameuses bandes, par exemple, d'élongation, de vibration, sur les molécules. Ces bandes sont caractéristiques de la structure. Donc ici, vous avez en rouge et en bleu deux bandes caractéristiques qui permettent d'apporter de l'information structurelle sur la molécule. Par contre, vous voyez assez rapidement que ces bandes sont aussi larges et quand on va avoir un mélange de composés, rapidement, toutes les bandes vont se superposer. Et donc, on a une difficulté à analyser des mélanges avec ces techniques spectroscopie relativement simples, sans séparation. C'est là où intervient dans un premier temps les techniques de chromatographie, qui sont les techniques qui vont permettre de séparer les constituants en fonction de leurs propriétés physico-chimiques. Alors à gauche, vous avez vraiment la chromatographie sur colonne ouverte, qui est une des techniques les plus anciennes avec la chromatographie sur couche mince.
qui va consister du coup à utiliser une résine. Alors ça peut être de la silice ou de la silice qui va être greffée avec des fonctions chimiques. On va déposer l'échantillon, on va déposer ensuite un solvant d'élution et les molécules vont être séparées en fonction de leur affinité relative entre l'éluant et la phase stationnaire. On va pouvoir comme ça séparer les mélanges assez grossièrement, on va dire, dans un premier temps sur ces colonnes ouvertes ou sur ces systèmes de CCL. Alors, pour aller plus loin, c'est-à-dire augmenter la capacité résolutive des techniques de chromatographie, on va discuter aujourd'hui de trois types de chromatographie en particulier, et en particulier les deux plus courantes que sont la chromatographie en phase gazeuse, GC, et la chromatographie liquide, LC. Alors déjà, ce qui va différencier ces deux techniques, ce sont les molécules qui vont pouvoir être analysées avec chacune de ces techniques. La chromatographie en phase gazeuse, par définition, va s'intéresser à des molécules qu'on est capable de faire passer en phase gazeuse. Donc ça, bien naturellement, on va pouvoir analyser des gaz qui sont directement présents dans la phase gazeuse. On peut analyser des molécules extrêmement volatiles, et typiquement, par exemple, les molécules issues d'huile essentielle, puisque c'est celles qui vont donner des odeurs caractéristiques. Et donc, ce sont des molécules naturellement volatiles. Et on va voir aussi, au cours de cet exposé, qu'on peut rendre des molécules volatiles et pouvoir les analyser. La chromatographie en phase gazeuse, elle consiste du coup à injecter l'échantillon à l'entrée d'une colonne, d'utiliser un gaz vecteur qui va pousser en fait l'échantillon à travers la colonne, et on va avoir une interaction entre les molécules d'intérêt, la colonne. Tout ça va se passer dans un four, et la particularité de la GC, c'est d'utiliser un gradient de température. Souvent, on va commencer à quelques dizaines de degrés, on peut monter jusqu'à plus de 200, voire 300 degrés. Et on va avoir donc cette interaction entre les échantillons et la colonne, plus un gradient de température qui vont permettre, grâce au gaz vecteur qui va pousser les molécules, de pouvoir séparer nos constituants. Et derrière, on va avoir un détecteur, et c'est en particulier ces différents détecteurs et la spectrométrie de masse comme mode de détection qu'on va discuter aujourd'hui. Sur la partie de chromatographie liquide, ce sont des molécules plutôt non volatiles qu'on va analyser. Du même principe, on va avoir une colonne qui va contenir cette fameuse phase stationnaire qui va faire l'interaction avec les composés. Et on va avoir un système qui est typiquement un système avec deux pompes qui vont permettre d'envoyer un éluant sous forme liquide. Et cet éluant va permettre de pousser l'échantillon à travers la colonne, aussi d'interagir avec l'échantillon, et on va faire souvent un gradient de composition de cet éluant. Ce gradient de composition, dans la plupart des cas, ça va être des gradients de polarité. Donc, on va aller soit de polarité faible à des polarités plus importantes, ou inversement, en fonction des types de chromatographie. On va séparer les échantillons sur la colonne et de la même façon le détecter. Et en termes de détection, on va aussi discuter certains détecteurs qui sont assez couramment utilisés, et plus particulièrement la spectrométrie de masse en couplage avec la chromatographie liquide. Alors, si on revient sur la partie chromatographie en phase gazeuse, un des instruments les plus simples que vous allez retrouver dans de très nombreux laboratoires, c'est donc cette fameuse chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur d'ionisation de flamme. Alors, ce détecteur, il est souvent appelé détecteur universel, car c'est un détecteur extrêmement spécifique et qui va globalement conduire à la destruction d'échantillons en sortie de colonne et à la détection d'un signal après cette totale destruction d'échantillons. Ce détecteur, du coup, il est relativement sensible. Par contre, c'est un détecteur qui n'apporte aucune information en termes de chimie. Il est simplement là pour dire est-ce qu'une molécule sort au niveau de la colonne. Si elle sort au niveau de la colonne, elle sera détectée de façon globalement universelle, mais on n'a aucune information précise sur des propriétés physico-chimiques comme de l'absorbance en UV visible, des spectres infrarouges ou des données sur la masse moléculaire du composé. Donc ce détecteur qui est relativement universel, il est intéressant dans une première approche. Et ici, vous avez un premier exemple que j'ai pris de la littérature, qui sont l'analyse d'échantillons qui sont issus de tombes retrouvées en Chine, qui sont des tombes qui ont plus de 3000 ans, et pour lesquelles on a trouvé un certain nombre de matériaux, en particulier du cannabis ancien, puisque on a retrouvé en fait des graines de cannabis, des résidus de feuilles de cannabis, et puis sur l'image B que vous voyez à gauche, ce sont même encore les trichomes qui sont des structures à la surface des feuilles de cannabis qui vont présenter une concentration relativement élevée, un certain nombre de composés, en particulier composés volatiles, mais aussi typiquement le CBD ou le THC. À droite, vous avez l'analyse qui a été réalisée en GCFID. Donc, on voit typiquement qu'un chromatogramme va se présenter avec un temps de rétention en abscisse, qui est le temps d'élution des différents composés, en ordonnée une abondance qui va correspondre à la détection des différentes molécules.
Et grâce à des standards, on va pouvoir uniquement, sur la base du temps de rétention, déterminer la présence potentielle ou non d'une molécule. Et typiquement, dans cet échantillon, vous voyez qu'il y a à peu près à un peu plus de 33 minutes, ils sont capables d'aller détecter du CBD après 3000 ans. Euh, euh, Après 3000 ans. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Vous voyez tout de suite que la limitation se passe sur l'annotation des différents pics. Cette annotation, elle est uniquement basée sur le temps de rétention. Donc il faut d'abord être capable d'avoir un très très grand nombre de molécules standards qui sont disponibles. Ces temps de rétention peuvent être normalisés avec, dans certaines conditions bien particulières en chromatographie en phase gazeuse. On a certaines données tabulées qui permettent en fait d'avoir une correspondance entre certaines structures et certains temps de rétention normalisés. Néanmoins, vous voyez que rapidement, on va être limité, en particulier si on a des molécules qui ne sont pas dans les tables de données pour lesquelles on n'a pas de standard, eh ben, on sera relativement limité en termes d'annotation. Donc, il va falloir avoir des outils qui vont aller plus loin dans cette annotation des données, et en particulier, on va voir que la spectrométrie de masse va grandement nous aider. Sur la chromatographie liquide, un des systèmes les plus classiques, c'est la chromatographie liquide couplée à la spectroscopie UV pour l'analyse des molécules non volatiles, qu'elles soient polaires ou apolaires, en fonction du type de colonne et du type de solvant qui vont être utilisés. Donc le système se présente assez simplement. On a un passeur d'échantillons. On va pouvoir prélever des quantités faibles d'échantillons. En général, que ça soit en GC ou en LC, on va injecter quelques microlitres d'échantillons. Donc ça, c'est relativement intéressant en termes de quantité minimale d'échantillons nécessaires au départ pour l'étude. On va avoir nos deux pompes de solvant qui vont pouvoir pousser le solvant à travers la colonne. Cette colonne est dans un four de colonne, c'est-à-dire qu'on a, comme en GC, un four qui va permettre de thermaliser la colonne. Par contre, contrairement à la GC, en général, en LC, on garde une température constante qui est classiquement entre 30 et 50 degrés pour cette colonne. Après la séparation par la colonne, on a un détecteur UV qui va permettre de travailler soit à longueur d'onde fixe, donc on va déterminer une longueur d'onde précise pour laquelle on veut avoir une information des molécules qui vont absorber à cette longueur d'onde en sortie de colonne. On est capable aussi, avec les instruments modernes, d'enregistrer des spectres complets, typiquement toutes les secondes, et de pouvoir après retravailler les données et d'aller regarder les différentes molécules qui absorbent dans l'UV ou dans le visible et d'en retracer les chromatographes. Alors ici, vous avez un exemple aussi tiré de la littérature, qui sont en fait des tissus colorés avec une couleur violette, qui sont utilisés par les Dofari, excusez-moi, qui sont un peuple du Moyen-Orient. Et donc l'idée ici, c'est d'aller regarder quel type de colorants sont utilisés pour ces vêtements traditionnels. Et on voit sur le chromatogramme en LCUV la capacité à séparer un certain nombre de constituants avec des structures relativement proches, puisqu'on a des structures qui sont aromatiques conjuguées, qui peuvent être des fois différenciées uniquement, comme vous voyez sur les trois premiers pics, vous avez le méthylviolet avec trois groupements CH2, deux groupements CH2, un groupement CH2 ou méthylviolet natif. Et vous voyez qu'on est capable de les séparer et d'enregistrer un signal UV. Bien évidemment, c'est comme pour la GCFID, dans le cas où les standards sont connus, où on fait des choses qui sont relativement ciblées, on est capable d'apporter de l'information. Quand on va passer sur des mélanges d'inconnus, ou c'est des mélanges pour lesquels on a très peu d'informations ou pas de standards, puisque les standards peuvent être des fois très compliqués à obtenir ou voire à synthétiser, et on va devoir passer vers des techniques plus efficaces de détection et qui vont apporter une information moléculaire plus importante, comme la spectrométrie. Alors, la dernière technique que je voulais vous présenter aussi, on l'avait un peu plus loin, plutôt en couplage en spectrométrie de masse, c'est la technique de chromatographie en fuite supercritique. Alors, globalement, le système se présente comme un système de chromatographie liquide. La différence principale étant qu'un des solvants qui est utilisé est du CO2 sous forme de fluide supercritique. Alors, ce fluide supercritique, il est obtenu quand la température et la pression sont supérieures au point critique. Vous avez le diagramme de phase du CO2 en bas à droite. Et dans le cas du CO2, c'est 31 degrés 74 bars. Et ce fluide supercritique a des propriétés intéressantes puisqu'il a des propriétés qui sont intermédiaires entre un liquide et un gaz. Donc, il va avoir par exemple une très bonne diffusivité comme un gaz. Donc, on va pouvoir augmenter typiquement en débit sur nos systèmes de chromatographie sans avoir des montées en pression trop importantes. Et en termes de propriétés physico-chimiques, le CO2, c'est une molécule qui est linéaire et symétrique. C'est donc une molécule totalement apolaire. Donc ce CO2, en fait, va avoir des propriétés qui sont proches de l'hexane.
Donc, si vous avez des séparations chromatographiques qui nécessitent des solvants très apolaires, comme de l'hexane ou de l'heptane, vous pouvez avantageusement utiliser ce CO2 supercritique pour le remplacer, pour aller vers une chromatographie un peu plus verte. Alors, l'utilisation pour l'instant de la SFC UV dans le domaine du patrimoine est encore extrêmement rare, mais on verra qu'on commence à avoir des applications en couplage avec la spectrométrie de masse. Alors, comme je vous l'ai dit, ces techniques spectroscopiques, elles apportent déjà un certain nombre d'informations extrêmement intéressantes, en particulier l'UV. Par contre, elles sont limitées par la présence de bandes qui sont larges et un certain nombre de molécules qui vont présenter en fait la même bande caractéristique. Et donc, on va devoir aller plus loin dans l'analyse moléculaire. Et aller plus loin dans l'analyse moléculaire, c'est en particulier d'avoir accès aux formules brutes des différents composés. En effet, en chimie, une des caractéristiques de toutes les molécules chimiques, c'est sa formule brute, c'est-à-dire sa composition en atomes, en particulier pour les molécules organiques, en carbone, en hydrogène, en azote, en oxygène, et puis d'autres hétéroéléments comme le soufre, le chlore, le brome et un certain nombre d'autres hétéroéléments. Donc ici, vous avez tout simplement quatre alcools qui vous sont présentés. Vous voyez qu'ils sont différenciés par leur nombre de carbone, alors qu'ils ont un nombre d'oxygène qui sont équivalents, puisqu'ils ont chacune de ces alcools possède un oxygène. Donc l'idée ici en spectrométrie de masse, c'est d'avoir un outil efficace qui va permettre de pouvoir peser ces molécules, c'est-à-dire déterminer précisément leur formule brute. Alors pour ça, en spectrométrie de masse aussi, on a une information aussi qui est relativement intéressante, c'est la capacité avec certains types d'analyseurs, et puis on verra avec quel type d'analyseur on est capable d'obtenir ces informations, d'accéder au massif isotopique de la molécule. Alors tout simplement, de façon naturelle, si vous prenez le carbone, par définition, le carbone 12 fait une masse de 12,000 grammes par mol. Néanmoins, dans la nature, vous avez en moyenne 1,1% de carbone 13. De la même façon, vous avez des contributions isotopiques de l'azote 15, vous avez des contributions isotopiques du deutérium, de l'oxygène 17-18, etc., en fonction des éléments qui composent votre molécule. Donc en spectrométrie de masse, on ne va pas avoir une molécule, un pic, on va avoir une molécule, plusieurs pics, qui sont caractéristiques de ce massif isotopique, qui va être à prendre en compte, en particulier à un moment quand on va essayer de déterminer des formules brutes, puisqu'il va être informatif sur la composition en différents atomes au sein de la molécule d'intérêt. Alors, un spectromètre de masse, comment ça va se présenter? Tout simplement, la spectrométrie de masse, il faut d'abord la définir. La spectrométrie de masse, c'est une technique physique d'analyse qui permet de détecter et d'identifier des molécules d'intérêt sous forme d'ions en phase gazeuse par mesure de leur rapport masse-surcharge et de caractériser leur structure. Donc là, il y a quelque chose d'information très important comme information dans la définition, c'est qu'on va s'intéresser à des ions en phase gazeuse. Et bien évidemment, quand on va prendre un certain nombre de nos échantillons, alors si je prends des gaz ou des molécules extrêmement volatiles, comme en chromatographie en phase gazeuse, ces molécules sont déjà en phase gazeuse, donc il va simplement, entre guillemets, on va devoir les ioniser. Par contre, pour un certain nombre d'échantillons, par exemple, si on prend un certain nombre de colorants, même en le chauffant à très haute température, on va avoir beaucoup de mal à les vaporiser. Et donc, il va falloir trouver des moyens de former ces ions en phase gazeuse. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important, même crucial en spectrométrie de masse pour avoir une bonne sensibilité. C'est le choix de la source d'ion. Et donc, si on regarde le schéma qui est en haut, effectivement, dans un premier temps, spectrométrie de masse, on a tout ce qui est introduction d'échantillons. Cette introduction, dans notre cas, va se faire par la méthode de chromatographie. On va devoir former ces ions en phase gazeuse. Derrière, on va devoir analyser ces ions, c'est-à-dire avoir un système qui est capable de séparer les ions en fonction de leur rapport masse-surcharge. Alors, le gros avantage, en fait, de ces instruments, c'est qu'ils sont basés pour la plupart sur de la physique qui date du 19e ou du début du 20e siècle. Donc, c'est pas forcément de la physique très compliquée, tout simplement. On sait assez facilement, en phase gazeuse, manipuler des ions en modifiant des champs électriques ou des champs magnétiques. Et donc, en plaçant ces ions dans des champs électriques ou magnétiques, on est capable de déterminer leur trajectoire, on est capable de les accélérer, les freiner, on est capable de modifier leur trajectoire, et ces trajectoires vont dépendre en particulier de ce rapport masse-surcharge quand on s'intéresse un peu à ces équations en physique. Derrière, on a un système de détection d'ions et un système d'analyse des données. On ne va pas du tout décrire cette partie finale, mais on va décrire un petit peu les sources et les analyseurs pour voir, en fonction des problématiques, en fonction des molécules à analyser, quel est le choix le plus pertinent et, in fine, quelle information on peut tirer de ce type d'analyse en spectrométrie de masse couplée aux méthodes chromatographiques.
Alors, le point important aussi, c'est que nos analyseurs en spectrométrie de masse sont tous sous vide. Alors, pourquoi ils sont sous vide? Eh ben, il y a une notion assez simple en physique, qui est la notion de libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance que peut parcourir une particule dans un milieu sans subir de collision. En effet, si nos ions commencent à subir des collisions, alors dans un premier temps, ils peuvent être simplement déviés, et puis on verra après que s'ils subissent suffisamment de collisions, ils peuvent même se fragmenter, c'est-à-dire qu'ils peuvent être découpés en petits morceaux qui sont d'intérêt, puisque ça va suivre des règles de chimie. Néanmoins, dans un premier temps, ce qu'on veut détecter, c'est les molécules intactes. Et donc, en ayant un système de vide poussé au sein de nos analyseurs, on est capable de transporter ces ions sur des distances relativement importantes, de plusieurs mètres, voire plus, dans certains cas. Donc, la spectrométrie de masse, elle est compatible avec nos échantillons liquides, solides et gazeux. Elle va bien être adaptée aux mélanges complexes, en particulier en couplage chromatographique. Et on a la possibilité de détecter aussi bien des tout petites molécules qu'aussi des masses beaucoup plus importantes, comme des protéines qui sont intactes. Alors, la principale difficulté, comme j'ai déjà introduit, c'est comment produire efficacement des ions en phase gazeuse. Et pour ça, en fait, à travers la littérature, depuis quasiment un siècle, il y a un certain nombre de développements méthodologiques qui ont été réalisés qui consistent à optimiser ces sources d'ionisation, c'est-à-dire la zone où on va passer de l'état chromatographique, gazeux ou liquide, vers ces ions en phase gazeuse. Alors, pour la chromatographie en phase gazeuse, le couplage se fait en général avec des sources d'ionisation électronique ou d'ionisation chimique, on va décrire juste après. En liquide, vous allez retrouver principalement la source électrospray, mais parfois dans certaines études, vous trouverez aussi l'utilisation de l'ionisation chimique à pression atmosphérique. Et puis on verra tout à la fin ou deux exemples sur l'analyse de solides directs, sans passer par la technique de chromatographie, et en particulier avec cette technique MALDI, qui est la désorption ionisation laser assistée par matrice. Alors, nos instruments spectrométrie de masse, je pourrais en parler pendant des heures et des heures pour vous décrire tous les principes. Là, on a pas forcément le temps et c'est pas le but de l'exercice. C'est plus de vous donner un paramètre qui est absolument crucial en spectrométrie de masse, c'est le paramètre de résolution. C'est-à-dire quelle est la capacité de l'instrument à séparer deux ions avec des masses extrêmement proches. Alors pour ça, on définit la résolution en spectrométrie de masse, c'est défini en bas à gauche, comme étant R étant égal à la masse qui est détectée, divisé par la plus petite différence de masse qu'on est capable de séparer. Alors pour vous donner une image, ben, en haut, vous avez en fait un spectre retenu sur un peptide à différentes résolutions. Donc on a la masse monoisotopique à 2538,01. Et vous voyez que si on a une résolution 250, ça vous donne l'enveloppe la plus large, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout accès à la masse monoisotopique. On a accès uniquement à la masse chimique, qui est la moyenne en fait de la masse de tous les isotopes, de toutes les contributions isotopiques. Et donc, on a simplement cette masse chimique qui est mesurable. Cette basse résolution, sur des hautes masses en particulier, on va plutôt l'obtenir avec des instruments qui sont de type quadripôle ou trappe-ion. Alors, ces instruments, du coup, ne sont pas forcément les plus adaptés pour l'analyse de haut poids moléculaire, mais on verra durant l'exposé qu'ils sont très bien adaptés pour l'analyse de petites molécules, avec en particulier des méthodes ciblées. Euh, Derrière, on a forcément des analyseurs qui sont à beaucoup plus haute résolution, qui vont permettre d'accéder à des résolutions, par exemple à 2500, comme il vous est présenté, où on commence à discerner correctement le massif isotopique, voire des résolutions qui montent à plusieurs centaines de milliers sur certains instruments, qui permettent d'avoir effectivement accès très finement à la distribution isotopique des molécules. Typiquement, vous allez entendre plusieurs acronymes dans la littérature, en particulier l'acronyme TOF, qui est le temps de vol, qui est vraiment l'instrument relativement efficace et performant pour faire les analyses à haute résolution. Et puis deux types d'instruments, en particulier l'Orbitrap, développé par la société Thermo, et puis le FTICR, qui est la résonance cyclotronique ionique par transformée de Fourier, qui sont eux des instruments très haute résolution qui permettent d'atteindre ces résolutions de plusieurs centaines de milliers avec certaines applications bien particulières. Donc, ce qui est très important là, à cette étape, c'est bien différencier à chaque fois que vous lisez un article où vous devez choisir la méthode. Est-ce que j'ai besoin d'une information plutôt de type basse résolution qui va me suffire pour commencer à caractériser mes molécules, ou est-ce que j'ai besoin d'aller vers de la haute résolution, en particulier quand je vais rechercher des inconnus, quand je vais devoir déterminer des formules brutes, on va devoir avoir accès à ces instruments haute résolution de type TOF, Orbitrap ou FTICR. Alors, si on revient aux molécules volatiles, on a la source d'ion la plus classique, la source d'ionisation électronique.
qui consiste à irradier en fait les molécules en phase gazeuse par un faisceau d'électrons. Souvent, c'est un faisceau à 70 électronvolts qui va conduire à l'arrochement d'un électron sur la molécule et on va conduire en mode ionisation positif à des ions radicalaires de type M plus point. Ce qui veut dire qu'on a la molécule à laquelle on a arraché un électron. On peut faire aussi en négatif de l'attachement électronique, c'est-à-dire former des radicaux anions de type M point bon. Donc ça, c'est la technique la plus classique dans le cadre du couplage à la spectrométrie de masse. Et en bas à droite, vous avez un instrument qui provient de la société Agilent pour lequel vous voyez en fait le couplage entre l'AGC, qui est la partie à droite, et puis la partie spectrométrie de masse, qui est le petit module qui est à gauche. Donc dans ce cas-là, on a un module qui est relativement compact, tout simplement parce que si on revient sur les différents analyseurs, celui qui est le plus souvent couplé, c'est un analyseur basse résolution de type quadripôle, qui vous est présenté en haut à droite et qui fait globalement entre 15 et 20 cm de long, plus le système de pompage électronique. Donc, on se retrouve avec des systèmes relativement compacts à installer dans les laboratoires. En impact électronique, la particularité, c'est que on va former cet ion radicalaire M plus point, et cet ion radicalaire M plus point, il est extrêmement réactif au sens où il a une énergie interne relativement importante et il va directement au niveau de la source conduire à des fragmentations en source. Donc, la particularité de l'impact électronique étant de ne pas avoir un seul signal pour la molécule d'intérêt. Par exemple, ici, si on regarde le 3-nitrobenzylalcool, on s'attend à un signal à M sur Z 153 qui correspond en fait au radical cation, mais on a directement sur le spectre la présence d'un certain nombre de fragments caractéristiques de la molécule. Donc, c'est pour ça que c'est une technique qui est ancienne, hein, qui a été développée depuis plus de 50 ans, mais qui est encore extrêmement utilisée, puisqu'elle apporte une information potentielle sur une empreinte moléculaire globale pour chaque molécule, avec la fragmentation en source de ces molécules-là, qui est caractéristique de la structure. Du coup, comme c'est une technique relativement ancienne, on a des bases de données extrêmement étoffées, en particulier deux bases de données commerciales qui ont été développées par la NIST aux États-Unis ou par Wiley, qui compte à l'heure actuelle quasi, je pense, on est autour du million de spectres de référence et qui permet en fait de faire des interrogations en banque de données de façon extrêmement efficace. De plus, dans le cadre de ces analyses GCMS, on utilise systématiquement un faisceau d'électrons à 70 électronvolts, ce qui permet globalement, sur tous les spectromètres de masse, quelle que soit la marque et quel que soit l'endroit sur lequel a été enregistré le spectre, des spectres qui sont extrêmement comparables par rapport aux bases de données, ce qui en fait une grande force de cette approche. Alors, une fois qu'on a ça, on peut l'appliquer à un certain nombre de problématiques pour les objets du patrimoine. En particulier ici, vous avez ce que je vous ai présenté au tout début, c'est-à-dire ce petit flacon en quartz qui a été découvert en 2019 dans une tombe en Italie. Donc, c'est des tombes de l'époque romaine, et donc ils ont découvert en fait une jarre qui contenait de différents onguents et cette petite fiole. Et donc, l'idée, c'est d'aller regarder la composition et d'avoir une idée de ce que pouvait contenir, il y a à peu près 2 millions, cette fiole qui a été retrouvée. Alors pour ça, les personnes ont effectivement fait une analyse par GCMS qui vous est présentée ici. Donc vous voyez le chromatogramme, on voit déjà qu'il est assez riche, hein. On a plusieurs dizaines, voire presque une centaine de pics potentiellement déjà détectables. Et systématiquement, chacun de ces pics, on va extraire le spectre de masse, faire une interrogation en banque de données et proposer une annotation de chacun de ces pics. Et in fine, on retrouve dans la plupart des articles ce type de tableau comme si je vous ai présenté à droite, c'est-à-dire le composé annoté, le temps de rétention, le pic, son intensité, et on va pouvoir travailler sur l'ensemble de ces données. Alors bien évidemment, comme on l'a dit, en faisant ce type d'analyse, on va s'intéresser uniquement aux molécules les plus volatiles. Donc ce qu'on va retrouver, si vous regardez un peu la liste, c'est effectivement un certain nombre de molécules, en particulier tout ce qui est terpènes, monoterpènes, sesquiterpènes, qui sont des molécules volatiles, et ce qui peuvent donner déjà une indication sur un certain nombre de molécules qui étaient contenues initialement dans ce petit contenant en quartz. Alors, pour aller plus loin dans la notation, sur des mélanges complexes, ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer à des échantillons modernes. Alors, dans ce cas-là, ils ont comparé à une huile essentielle de patchouli commerciale. Donc, vous avez en haut l'huile essentielle commerciale, en bas le chromatogramme obtenu à partir des résidus dans le flacon. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de pics qui sont en commun. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est de se dire que ce qui était contenu dans le flacon, c'était probablement un mélange beaucoup plus complexe, probablement de différentes huiles végétales.
Mais on a un certain nombre de marqueurs qui laissent à penser que, en particulier, on avait de l'huile essentielle de patchouli, ou en tout cas de l'équivalent d'huile essentielle de patchouli, à l'intérieur de ce flacon romain il y a plus de 2000 ans. Alors, effectivement, la GCMS, on l'a vu, ça marche sur les molécules volatiles, en particulier sur les molécules odorantes. Par contre, si on veut s'intéresser à des molécules plus complexes, il va falloir passer par des étapes de dérivatisation, c'est-à-dire rendre les molécules plus volatiles. En particulier, les molécules polaires qui possèdent des groupements alcool, acide carboxylique ou amine, on va les modifier chimiquement avec des groupements silyl pour les rendre polaires. Et on a un certain nombre de composés, comme en bas à gauche, les esters, qu'on peut, genre les acides carboxyliques, qu'on peut estérifier pour rendre plus polaires. Alors là, c'est une étude qui a été réalisée en fait sur des résidus sur un crâne qui a été retrouvé en fait dans une grotte et a priori qui ont été datés au carbone 14 comme il y a plus de 8000 ans, entre 8 et 9000 ans. Après dérivatisation, voici typiquement le chromatogramme GCMS. Vous voyez que le nombre de composés détectés est extrêmement important. Et là, on a accès non plus uniquement à des molécules volatiles, mais aussi, par exemple, des molécules qui sont annotées ici de 6 à 10, qui sont des triterpènes, donc des molécules qui sont non volatiles, mais qu'on peut fonctionnaliser pour rendre analysables par GCMS. Ce qui nous intéresse aussi en spectrométrie de masse, c'est tout ce qui est fragmentation. Et à partir des voies de fragmentation, comme on l'a vu en source de la molécule, on va pouvoir identifier des fragments caractéristiques de certaines familles chimiques. Ici, typiquement, vous avez un mécanisme de type rétrodessaldaire qui est extrêmement classique en impact électronique, qui va conduire à deux fragments, à M sur Z 203 et 189, qui sont typiques de certains triterpènes. Et donc, à partir des données, on est capable d'aller chercher spécifiquement ces ions fragments et d'aller, du coup, dans ce mélange extrêmement complexe, uniquement se focaliser sur les triterpènes. Donc, on va pouvoir commencer à faire de la recherche sélective de certaines molécules sur des ions caractéristiques de certaines familles. En particulier ici, vous avez une comparaison entre des échantillons frais de résine en A, en B, un échantillon de résine qui était vieilli artificiellement par oxydation, et la résine qui a été retrouvée. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de marqueurs qu'on retrouve en commun entre cette résine fraîche et la résine vieillie, et finalement la résine retrouvée qui aurait plus de 8 à 10 000 ans appliquée sur le crâne retrouvé dans la tombe. Alors, on peut aussi s'intéresser du coup aux acides gras. Euh, Comme on l'a dit, en les méthylant. Et en fait, on peut s'intéresser aussi à des résidus qui sont beaucoup plus apolaires, qui sont absolument pas volatiles, comme des huiles végétales, les triglycérides. Alors, dans ces cas-là, en GCMS, on va faire une transestérification. Donc, en fait, on va saponifier les triglycérides en acides gras et on va pouvoir les analyser spécifiquement. Alors, la limitation de cette technique, par contre, c'est qu'on n'a pas accès à la molécule de départ. On n'a pas accès aux triglycérides intacts, on a accès uniquement aux acides gras qui étaient branchés initialement sur les triglycérides. Donc, on a une information qui est partielle, puisqu'on n'a pas l'information initiale de comment ces acides gras étaient branchés exactement, à quelle position et en quelle proportion sur le glycérol initial. Alors, pour les molécules non volatiles, on va passer sur une technologie totalement différente cette fois-ci. On va devoir aussi les faire passer en phase gazeuse. Par contre, elles arrivent initialement en phase liquide. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement chauffer très fortement la phase liquide, évaporer le solvant et espérer qu'il y a un certain nombre d'ions qui sont formés. Alors, effectivement, il y a eu quelques sources qui ont été développées de cette façon-là dans les années 80, mais rapidement, elles ont été supplantées par la source électrospray, qui consiste en fait à appliquer au bout du capillaire en sortie de chromatographie une différence de potentiel. On va être capable de former des gouttes qui sont multichargées et par un certain nombre de processus physico-chimiques, en particulier d'évaporation et de fission colombienne des gouttelettes, on va réussir à obtenir in fine des ions monochargés ou multichargés qui sont au départ idéalement totalement désolvatés, mais parfois encore un petit peu solvatés, et qui vont rentrer dans notre spectromètre de masse pour analyse. Donc cette source est une source à pression atmosphérique qui est couplée directement en sortie de chromatographie, et les ions, ou en tout cas les tout petits agrégats d'ions avec quelques molécules de solvants résiduels, vont entrer dans notre spectromètre de masse qui, lui, est sous vide. Alors, plus globalement, on a différentes approches qui sont possibles en spectrométrie de masse couplée à la chromatographie liquide, qu'on peut définir comme des approches qui sont des approches ciblées ou des approches non ciblées, et puis on verra aussi des approches semi-ciblées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une approche ciblée, comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher spécifiquement des molécules dans un mélange complexe. On a déjà une idée précise de qu'est-ce qu'on veut chercher dans ce mélange et on va utiliser ces outils, en particulier les outils de quantification ou des outils de haute résolution pour aller chercher ces molécules particulières dans l'échantillon.
Et puis à l'opposé, on a les méthodes non ciblées, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucune connaissance préalable ni euh, aucun, aucune idée de ce que peut contenir initialement l'échantillon, et donc on veut avoir une information moléculaire la plus large possible sur nos échantillons. En analyse libellée, ce qui est le plus utilisé, c'est les techniques à base de quadripôle, en termes de spectrométrie de masse, en particulier le triple quadripôle. Alors, ce triple quadripôle, comment il va fonctionner? On a un premier quadripôle qui va souvent permettre de sélectionner un ion d'intérêt. Un deuxième quadripôle qui va être rempli, en fait, enfin, pour lequel on va avoir une fuite de gaz. Et à l'intérieur de ce quadripôle, on va pouvoir fragmenter les ions par collision entre les gaz, un gaz neutre, typiquement de l'azote, et nos ions. Et derrière, avec le troisième quadripôle, on va pouvoir analyser les différents fragments qui sont formés. Alors là, ça sera un peu long d'expliquer les différents modes d'analyse, mais ils vous sont présentés ici. Celui qui est le plus intéressant pour aller rechercher des molécules spécifiques, ça va être un système qui va consister à fixer sur le premier quadripôle une masse d'intérêt, fragmenter cet ion d'intérêt, puis regarder à une valeur de M sur Z précise l'ion, un ion caractéristique de la molécule. Dans ces cas-là, on est relativement spécifique et donc on va pouvoir faire de l'analyse ciblée, que ça soit de l'analyse qualitative ou quantitative. Alors, l'exemple que je vous présente ici, cette fois-ci, en analyse ciblée, c'est un exemple sur des peptides, sur une approche protéomique. Vous savez probablement que c'est des choses qui se développent de plus en plus dans l'analyse des matériaux du patrimoine. Et ces peptides vont être caractéristiques de protéines qui étaient contenues initialement dans les différents matériaux. Alors l'idée, c'est de prendre, d'extraire l'ensemble de ces protéines, de les digérer souvent à la trypsine, d'obtenir en fait des petits peptides. Et ces peptides, avec ces méthodes-là, vont effectivement en Q1 être sélectionnés, en Q2 être fragmentés, et en Q3, on va sélectionner un fragment caractéristique et on va pouvoir les regarder si on a effectivement ce qu'on appelle ces transitions entre Q1 et Q3 caractéristiques d'un peptide. Alors ici, c'est un exemple qui a été réalisé sur un échantillon d'un Bouddha où ils ont récupéré en fait de la matière organique qui était déposée dessus. Ils ont en fait regardé des transitions spécifiques. Alors en A, ce sont des transitions spécifiques qui correspondent à l'alpha S1 caséine du bœuf. Et en B, la même chose, mais sur un organisme ovin. Vous voyez que c'est pas forcément les mêmes peptides qu'on va regarder, hein. On a en fait des peptides qui peuvent être différenciés en fonction des espèces. Et donc ça, c'est des marqueurs relativement intéressants. Et on va pouvoir retrouver, en particulier dans les échantillons, ces peptides. Et là, c'est capable de retrouver en fait la présence effectivement de caséine, donc de lait, d'origine bovine et d'origine ovine sur l'échantillon analysé. Alors, en analyse maintenant semi-ciblée, l'idée ici, c'est de se dire, bon, bah, on va regarder spécifiquement une famille de molécules ou un certain nombre de molécules d'intérêt de façon relativement ouverte, hein. On va pas être spécifique, c'est-à-dire qu'on va pas donner une structure définie. On va dire, par exemple, dans ce cas-là, ce qui vous est présenté, c'est on va aller regarder l'ensemble des lipides qui sont potentiellement contenus dans un échantillon. Dans ces cas-là, on appelle ça approche semi-ciblée, puisqu'on va déjà, par les méthodes d'extraction et les méthodes de chromatographie, puis de spectrométrie de masse, aller regarder certaines familles en particulier. Mais au sein de ces familles, on est extrêmement large et ouvert à la détection. Donc typiquement ici, vous avez une séparation de type lipidomique qui va permettre de séparer un certain nombre de constituants lipidiques au sein d'un échantillon en utilisant la technique de chromatographie en fil supercritique que je vous ai présentée précédemment. Et vous voyez qu'avec ces techniques, en une dizaine de minutes, on est capable de séparer des lipides très apolaires, comme des triglycérides ou des diglycérides, qui sont par exemple extrêmement abondants dans des huiles végétales, des lipides qui sont plutôt des lipides de plantes ou d'algues, comme les DGTS, MGDG ou SQDG, ou des lipides qui sont plutôt des lipides qu'on va retrouver dans des tissus, par exemple humains, comme des phospholipides, qui sont les phospholipides membranaires. Et donc, à partir de ce type d'analyse, on voit effectivement qu'on va uniquement analyser les lipides dans l'échantillon, mais ça donne déjà une vision relativement large de la composition chimique des lipides. Alors ça, c'est un exemple qui a été réalisé en collaboration avec Lucie Laporte et Laurence de Viguerie au LAMS, qui est l'étude de liant en peinture à partir d'huile au plomb. Donc, les collègues ont préparé différentes huiles, en particulier de l'huile de lin, qui est dopée avec des oxydes de plomb jusqu'à 50% en molaire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, deux phases apparaissaient après décontation, une phase supérieure et une phase inférieure.
Alors, pour analyser ces phases, comme c'est de l'huile végétale, bah, forcément, elle va contenir des quantités très importantes de triglycérides et un petit peu de diglycérine. Et ben, on va utiliser les deux techniques. En bas à gauche, vous avez les résultats en GCMS, en particulier avec une méthode de préparation d'échantillons qui permet d'aller voir spécifiquement et uniquement les acides gras libres ou les acides gras conjugués avec le plomb. Et on voit qu'on a une différence de composition en acide gras qui est significative entre les différentes phases. Et puis à droite, vous avez les résultats qui sont obtenus en SFC, cette fois-ci sur une analyse lipidomique globale. Donc on va s'intéresser cette fois-ci aux espèces intactes, en particulier les triglycérides. Et vous voyez que cette fois-ci, entre le spectre de l'huile de lin en bas et puis les spectres des deux phases, on a en termes de profil de triglycérides des choses extrêmement similaires qui sont obtenues. Donc, en combinant aussi les techniques de chromatographie et les techniques de spectrométrie de masse, on peut avoir une information complémentaire sur différents éléments contenus dans l'échantillon. Alors, si on veut aller plus loin, on va aller vers de l'analyse non ciblée, c'est-à-dire vraiment partir sur de la recherche inconnue. Voilà. J'ai un résidu à l'intérieur d'une jarre. Je pense que c'est du végétal, mais je n'ai strictement aucune idée au départ de quel type de végétal ça peut être. Et donc, je souhaite avoir une empreinte moléculaire globale de l'échantillon et d'en tirer le maximum d'informations. Alors là, c'est un petit workflow que vous pouvez trouver dans la littérature qui a été publié il y a une quinzaine d'années, mais qui reste totalement d'actualité sur la méthodologie. Alors, c'est un peu complexe. On va juste la balayer assez rapidement. La première étape, bien évidemment, c'est de faire de la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en mode full scan, c'est-à-dire qu'on va regarder tous les ions qui sont produits au niveau de la source et qui vont être détectés. Et puis, on va chercher certains composés. Alors, bien évidemment, si on n'a aucun composé qui est présent, si on n'a pas de signal, c'est que c'est probablement pas de l'organique, mais par exemple de l'inorganique. Il va falloir changer totalement de méthodologie. Et ensuite, on va aller regarder les signaux qui sont obtenus et déterminer si on a déjà un certain nombre de standards dans nos banques de données, alors soit des banques de données publiques, soit les banques de données internes, qui vont permettre d'avoir des informations sur les temps de rétention. On va souvent aussi avoir le double couplage chromatographie liquide, UV, spectrométrie de masse pour compléter les informations en termes d'absorbance en UV plus information en spectrométrie de masse. Et donc petit à petit, on peut commencer à annoter nos données. La problématique qui va suivre, c'est vraiment d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à donner nos données et qu'on peut avoir éventuellement une information sur la formule brute, c'est d'avoir des informations qui sont sur la structure. Et donc, sur la structure, on va devoir faire de la fragmentation. Donc, ce qui est présenté au milieu, c'est-à-dire la nécessité de faire de la fragmentation sur nos composés d'intérêt. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a analysé les spectres de fragmentation, on peut éventuellement commencer à remonter à des familles chimiques, voire à des structures plus ou moins complètes de certains composés. In fine, quand on a fait tout ça, on peut aller sur la dernière partie qui est l'isolement total d'un composé, par exemple, ou l'achat d'un standard, et puis la mise en place, in fine, d'une méthode quantitative ciblée qui va permettre de déterminer la concentration exacte de la molécule au sein de l'échantillon. Et donc, vous voyez que si on fait tout ce workflow, ça va être très rapidement très long et chronophage, puisque si pour chaque ion, je dois aller chercher plus ou moins manuellement dans les bases de données les informations UV, les informations de spectrométrie de masse, analyser par moi-même tous les spectres MSMS, ça peut prendre des semaines, des mois pour analyser un échantillon, et donc c'est extrêmement chronophage. Alors, pour aller plus vite sur ces tâches-là, on a développé au laboratoire, et en particulier, on a tout un consortium de laboratoires à travers le monde qui ont développé ce type d'approche, qui sont basés d'abord sur des analyses en data dépendantes. Alors, c'est des analyses un peu particulières en spectrométrie de masse qui consistent d'abord d'enregistrer un spectre de masse. Sur ce spectre de masse, on va sélectionner typiquement les quatre pics les plus intenses et on va les soumettre directement et en automatique à la fragmentation en MSMS. Alors ça, typiquement, ça permet environ toutes les secondes, entre 1 et 1,5 secondes, suivant les instruments, d'avoir une donnée haute résolution qui permet de déterminer des formules brutes, suivie de 4 spectres de fragmentation qui vont aider à l'analyse structurale. Par contre, si on a ça, vous imaginez, sur 30 minutes de gradient chromatographique, on a des centaines, voire des milliers de données MSMS à traiter, et là, c'est totalement infaisable à la main. Donc ça, c'est un exemple typique qui vous est donné. Vous avez en haut un spectre MS haute résolution. On sélectionne les 4 pics les plus intenses dans le gamme de masse d'intérêt. Là, dans ces cas-là, c'est entre 350 et 800. Et ensuite, c'est les petits carrés rouges. Chacun de ces ions sont fragmentés. Vous avez un spectre de fragmentation qui vous est présenté en dessous, ici dans l'escala d'un extrait de plante, avec un dérivé tapénique. Alors, pour nous aider, on va devoir utiliser des outils algorithmiques qui vont permettre de classer et comparer les spectres entre eux pour commencer à classer automatiquement les données et nous aider significativement à la notation de ces données.
Alors la comparaison de specs, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, elle se fait à la base d'un outil relativement simple. On va transformer nos spectres en vecteurs. Et l'outil qui est utilisé, tout simplement, c'est le calcul d'un cosinus entre deux vecteurs. Ça, si vous avez fait vous avez tous fait un petit peu de trigonométrie au lycée, en particulier. Le cosinus entre deux vecteurs, c'est assez simple, hein. On peut le transformer en une formule mathématique qui est extrêmement simple à appliquer et à mettre en œuvre d'un point de vue informatique. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que si les deux vecteurs sont alignés, c'est-à-dire qu'on a des fragments, des spectres de fragmentation qui sont très similaires avec les mêmes fragments ou les mêmes paires de neutres, on va avoir une valeur qui est proche de 1. Et si on a deux spectres qui sont totalement dissimilaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun fragment, aucune paire de neutres en commun sur le spectre, on va avoir un cosinus qui va être proche de 0. Donc tout simplement, on va avoir un score entre 0 et 1, ce qui est un score de similarité. Et à partir de ça, on va reconstruire des cartes de similarité. Alors ici, sur ces cartes de similarité, c'est assez simple à lire. Chaque nœud correspond à un spectre MSMS. Et si le spectre MSMS est très semblable à un autre spectre MSMS, c'est-à-dire qu'on a un cosine score élevé, on va retrouver ces nœuds qui sont proches dans l'espace. Et donc, on va regrouper en fait les spectres par similarité. Et l'hypothèse de départ, c'est que si deux molécules appartiennent à la même famille, alors elles vont avoir des fragmentations relativement similaires les unes par rapport aux autres. Et donc, on va pouvoir classer cette similarité. Alors, à l'heure actuelle, ces outils qui sont développés sont extrêmement utilisés en métabolomique, en analyse de petites molécules, sont utilisés aussi bien sur des échantillons de micro-organismes, des échantillons de plantes. Nous, on a commencé à appliquer ces outils sur des échantillons dans des herbiers, mais en particulier pour analyser en fait et classer des échantillons qui ont jusqu'à une centaine d'années dans les herbiers. Donc, c'est des choses qui sont en plein développement, mais qui sont encore, à l'heure actuelle, totalement sous-utilisées dans le domaine des objets du patrimoine et qui pourraient, comme ça, apporter une information particulièrement pertinente sur la composition chimique complexe des différents échantillons. Alors, pour finir très rapidement sur les différents types d'analyses, comme j'ai dit au tout début sur les types de sources, on peut aussi analyser des échantillons solides. Alors, je vais vraiment passer très vite sur ces parties-là. On a deux techniques principales pour les échantillons solides en spectrométrie de masse. On a le MALDI, la désorption-ionisation laser assistée par matrice. On peut utiliser avec ou sans matrice, donc on peut faire du MALDI ou de la LDI sans matrice. Et dans ces cas-là, l'échantillon est directement déposé sur une cible conductrice. On va tirer avec un laser, elle est mélangée ou non avec de la matrice, et on est capable comme ça, par désorption-ionisation, d'avoir des ions qui sont formés en phase gazeuse qui rentrent dans le spectromètre de masse. Alors à droite, c'est un exemple qui a été réalisé dans mon ancien laboratoire à l'ICSN, en collaboration avec le C2RMF à l'époque, qui est l'analyse en fait d'une petite fiole romaine, donc qui a 2000 ans, dans lequel il y avait un résidu violet. Et l'idée, c'était de voir en termes de résidus et en termes d'utilisation potentielle en cosmétique, quelle était la composition. Alors dans ce cas-là, comme vous le voyez, on a un certain nombre de molécules qui sont suspectées d'être présentes, en particulier les molécules qui donnent cette couleur rose typique. Et on a fait l'analyse directe, sans matrice, donc directement l'échantillon qui est prélevé très précautionneusement, déposé sur la plaque d'analyse, et on obtient en fait des specs caractéristiques qui permettent de dire qu'on a au moins la présence de purpurine et de pseudo-purpurine au sein de l'échantillon, ce qui est quand même une analyse relativement intéressante et extrêmement rapide qui peut être faite sur ces résidus. Alors, l'autre technique qui est utilisée aussi sur les échantillons solides, c'est le SIMS, la spectrométrie de masse d'ions secondaires, avec certains collègues, en particulier Alain Brunel, qui continue activement à travailler dans ce domaine en France. Et vous avez ici, par exemple, ce qui a été réalisé il y a quelques années, encore une fois à l'ICSN, sur les statues africaines d'Ogon, où on est capable, avec ces analyses de surface, d'aller analyser des petites molécules, comme ici, par exemple, des acides aminés, qui permettent de tracer la présence de protéines. Et en même temps, sur le spectre en bas à droite, on a un signal relativement intense, un M sur Z616, qui est caractéristique de l'EM, ce qui indique que probablement, sur ces statues, ont été réalisés des sacrifices à base de sang. Alors avec ces techniques-là, on n'est pas capable de savoir si c'est du sang qui provient d'animaux ou si c'est du sang humain, mais en tout cas, c'est effectivement des statues qui ont été utilisées dans des rites sacrificiels en Afrique. Donc en conclusion, j'espère vous avoir démontré que la spectrométrie de masse couplée à la chromatographie permet de séparer et de caractériser les molécules complexes volatiles par GCMS. On peut s'intéresser aussi à des mélanges complexes de petites molécules non volatiles après dérivatisation par GCMS, mais parfois on perd un certain nombre d'informations comme les triglycérides. Et ça permet en particulier aussi de séparer et de caractériser les molécules non volatiles par les couplages en chromatographie liquide,
au niveau MS ou MSMS, qui vont apporter en plus l'information structurale, que ce soit en couplage chromatographie liquide ou en chromatographie en fil supercritique. Donc, la spectrométrie de masse peut donc adresser de nombreuses questions qui sont liées à la caractérisation moléculaire d'objets du patrimoine, sur des surfaces solides aussi, comme par exemple pour le MALDI ou le CIPS. Donc, je ne peux que vous encourager, voilà, à explorer ces outils de spectrométrie de masse pour l'analyse de vos mélanges complexes issus du patrimoine. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.